Oui, bonjour à tous, Denis Longevial. Je suis depuis 6 ans secrétaire général d'IBMA France, après avoir eu un parcours dans la coopération agricole. Donc, pour commencer très brièvement le programme de ce matin, Biocontrôle Quad 9. On va commencer par vous présenter rapidement IBMA France, mais aussi IBMA Global et son écosystème. Un petit aperçu du marché du biocontrôle au niveau mondial et puis un focus sur le marché français. Ensuite, des actualités sur les politiques publiques et la réglementation. Un petit condensé de réglementation française. Et puis, pour finir, la discussion pour terminer ce webinaire. Donc, IBMA, c'est l'acronyme de International Biocontrol Manufacturers Association. Donc, il y a une couche européenne avec IBMA Global qui comporte 247 membres actifs. Plus de 80% des sociétés adhérentes ont leur siège en Europe. Et IBMA Global est adhérente de la Fédération mondiale des associations de biocontrôle et biopesticides. Au niveau national, comme vous le voyez, on est présent essentiellement en Europe de l'Ouest et également en Suisse et au Royaume-Uni. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à IBMA France, nous sommes 40 membres, donc 31 membres actifs dont vous voyez les logos juste en dessous, 6 membres associés et 3 membres honoraires qui sont les anciens présidents de l'association. On a essayé de se définir en une phrase et la voici, c'est la vision d'IBMA France. Avec le biocontrôle, nous agissons pour déployer des solutions efficaces et indispensables au monde végétal et à la transition agroécologique en phase avec les enjeux sociétaux. Et vous verrez que dans les piliers de l'association, ça se décline à travers 4 piliers, cette vision. Notre ambition, après notre vision, contribuer à la préservation de l'environnement et à une alimentation saine et durable. Ça, c'est une demande sociétale très forte dans un contexte où la pression sur tout ce qui est protection, produits de protection des plantes est très forte. Second point, rendre l'innovation accessible aux producteurs et ainsi créer de la valeur pour les filières agricoles. On le verra un peu plus tard, il y a encore un gros effort de déploiement à faire avec les produits de biocontrôle et ça passe par l'accessibilité de cette innovation. Passer le cap des 30% du marché des produits de protection des plantes d'ici 2030, c'est ambitieux, mais vous verrez également un petit peu plus tard que les courbes progressent vite, donc c'est tout à fait réalisable. Et enfin, disposer de 2 solutions de biocontrôle à mode d'action complémentaire pour la majorité des usages, toujours à horizon 2030. Donc la prochaine décennie est très challengeante. Donc les 4 piliers de l'association sont les suivants: l'innovation, la réglementation, l'information et la formation. Donc l'innovation, c'est encourager et accélérer la recherche. On pourrait même ajouter et le développement. Donc ça se fait à travers différents partenariats avec notamment, on peut citer le consortium public-privé par exemple. La réglementation qui est un pilier très important et qui nous a beaucoup occupé ces 10 dernières années. On le verra un petit peu plus tard, Denis vous présentera ça. Soutenir le développement du biocontrôle.
information pour bien faire connaître les solutions existantes, parce que quand on fait des enquêtes, des sondages auprès des agriculteurs, on se rend compte que finalement, les solutions sont souvent et encore malheureusement assez mal connues, ou alors c'est leur mise en œuvre parfois qui est aussi pas assez bien connue. Et ça se fait à travers le dernier pilier, le pilier formation, apprendre à les utiliser. Donc là, il y a eu un gros effort de fait sur la formation avec l'Académie de biocontrôle notamment. Il y a différents webinaires. D'ailleurs, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'en ce moment, il y a des propositions de formation sur le biocontrôle. Quelques chiffres marchés au niveau monde. Chiffre 2018 en chiffre d'affaires. Donc, on voit que le biocontrôle est surtout installé États-Unis, Europe, mais avec des taux de croissance à 2 chiffres partout. Et on voit que l'Amérique du Sud monte très vite. Et on peut penser à des pays comme le Brésil qui pourraient, à moyen terme, être vraiment dans les premiers pays utilisateurs de produits de biocontrôle. Ensuite, quand on regarde le tableau suivant, où là, on voit sur quelle culture ce biocontrôle est utilisé, on voit que c'est surtout destiné fruits et légumes, dans une moindre mesure, grande culture. Et ça, c'est très vrai en France et dans le reste de l'Europe. Là, on partage avec vous les résultats d'une enquête qui a été faite sur le deuxième trimestre 2018, si je ne dis pas de bêtises, où on a interrogé des agriculteurs. Première question, utilisez-vous des produits de biocontrôle? Oui, sur l'ensemble de l'échantillon, avec une disparité, une petite différence, mais qui est finalement pas si marquée, suivant que l'agriculteur est en agriculture conventionnelle ou en AB. Là, on retrouve les chiffres qu'on avait vus précédemment, c'est-à-dire que c'est surtout en arboriculture et en maraîchage que les produits de biocontrôle sont utilisés. Alors, quand ces produits de biocontrôle sont utilisés, on a demandé aux agriculteurs sur quel pourcentage de leur culture ils utilisaient les produits. Et là, on retrouve toujours les VAM dans le trio de tête, où en viticulture, eh bien, l'utilisateur déploie la solution sur 82% de sa culture, 74% en arbo, 53% en maraîchage. Là, c'est maraîchage sous serre ou plein champ. Je pense que si on avait le split sous serre plein champ, on verrait que sous serre, le chiffre est sans doute beaucoup plus élevé que 53%. Et sur la droite, vous voyez que quelle que soit la culture concernée, les utilisateurs prévoient d'augmenter l'utilisation des produits de biocontrôle. Alors, parmi ceux qui ont déclaré ne pas utiliser de produits de biocontrôle, on voit en revanche que finalement, ils sont plutôt enclins à les utiliser, et plutôt à moyen terme, puisqu'on voit que l'échéance, c'est d'ici 1 à 3 ans pour la plupart des cas. Alors, le marché français du biocontrôle en 2018 représentait 8% du marché de la protection des plantes. Et si on regarde donc l'évolution de 2015 à 2018, on n'a pas doublé, mais on y est presque. Donc, c'est vraiment très forte croissance. Et ça représente,
Ça représente environ 500 emplois au niveau France, ce marché du biocontrôle. Après, si on regarde par famille, par grande famille, puisque dans le biocontrôle, on a les macro-organismes, les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. On voit qu'en termes de chiffre d'affaires, en tout cas, les substances naturelles sont largement prédominantes. On trouve en deuxième position les médiateurs chimiques. Donc, pour clarifier, un médiateur chimique, ce sont les phéromones. Hein. En troisième position, les macros et en fin de peloton, les micro-organismes. Si on regarde ensuite par fonction produit, là on trouve en première place les insecticides, à peu près à part égale avec les fongicides, les herbicides bien moins représentés, une petite part de molluscicides et ensuite les autres non précisés, 7%. Merci Céline. Alors je prends la suite pour cette troisième partie de notre présentation pour vous présenter en 5 à 10 minutes les actualités des politiques publiques et de la réglementation. Donc forcément, dans cet esprit de synthèse, je vous propose de traiter ce point en 3 temps. Tout d'abord, je vous ferai un bref retour sur les années 2010, qui ont été celles de la reconnaissance du biocontrôle en France par les pouvoirs publics, et on va bien le voir à travers les 3 prochaines diapositives. Ensuite, je reviendrai sur les principales mesures réglementaires spécifiques au biocontrôle, avant de conclure cette partie sur les perspectives au début de cette nouvelle décennie des années 2020, qui seront celles du déploiement du biocontrôle. Philippe vous a dit qu'effectivement, cette nouvelle décennie était très challengeante et on va voir comment, à travers les premières mesures des politiques publiques et de la réglementation, les pouvoirs publics devraient contribuer à cet enjeu du déploiement du biocontrôle. Sur cette diapositive, au niveau des années 2010, il y a un élément essentiel à mes yeux qui concerne l'année 2011, qui a été un peu le top départ au niveau des politiques publiques et de la réglementation, avec le rapport du député Antoine Hertz, qui avait été commandé par le gouvernement de l'époque, qui a établi en fait en plusieurs dizaines de pages ses recommandations sur une solution que les pouvoirs publics mettaient pour la première fois en avant, les solutions de biocontrôle, reconnues comme l'un des piliers du jeune plan éco-phyto de l'époque, avec dans ce rapport 15 recommandations pour soutenir le développement du biocontrôle. Ce rapport d'avril 2011 du député Antoine Hertz est vraiment l'élément déclencheur qui nous alimente encore aujourd'hui. Donc souvent, quand on discute avec tel ou tel au niveau des pouvoirs publics, que ce soit dans les ministères ou à l'Assemblée, on nous fait souvent référence à ce rapport d'Antoine Hertz. Il a fait suite d'ailleurs très vite, après la publication de ce rapport et la remise au Premier ministre, d'une feuille de route qui a été établie par le ministère de l'Agriculture et qui a listé les premières actions à mener par le gouvernement pour soutenir le développement du biocontrôle. Pendant ces années 2010, on a connu 3 quinquennats finalement. Et le deuxième quinquennat, après celui qui était sous l'ère de Nicolas Sarkozy avec François Fillon comme Premier ministre, on passe à François Hollande et comme ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui dès la prise de fonction, quelque part, lance le projet agroécologique pour la France en 2012. Et derrière ce projet agroécologique pour la France, on retrouve dans les essentiels le biocontrôle, qui est identifié comme l'un des fondamentaux du projet agroécologique pour la France. Vient en 2014 la loi Labbé, et là on est intéressé par la pratique dans les jardins, espaces verts et infrastructures, les GEVI, qui interdit progressivement l'utilisation des produits phytoconventionnels, à l'exception notamment des produits de biocontrôle. La diapo suivante, 2014, autre élément très important. Si dans la diapo précédente, on était sur l'élément essentiel à mes yeux, qui est le rapport d'Antoine Hertz, sur cette diapo, en fait, un des éléments essentiels est certainement cette loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. On est en octobre 2014 au moment de sa promulgation. Et cette loi, en fait,
contient différentes mesures importantes pour le biocontrôle et une peut-être essentielle concerne la définition du biocontrôle qui, à partir de cette date, sera inscrite en dur dans la loi et dans le code rural. On y reviendra. Ensuite, on a différentes autres mesures qui se prennent au fil du temps, avec le rapport de Dominique Potier au Premier ministre pour précéder en fait la révision du plan Ecophyto, où on retrouve là aussi beaucoup d'éléments en faveur du biocontrôle et des recommandations pour le développement du biocontrôle. Le lancement du consortium évoqué par Céline, on est en 2015, et puis ce lancement opérationnel du plan Ecophyto 2 qui confirme les recommandations que Dominique Potier avait fait à l'époque sur l'évolution du plan Ecophyto 2, avec notamment ces recommandations spécifiques pour le biocontrôle. La diapo 16 qui me permet de finir sur ce balayage des années 2010. En fait, première diapo des années 2010, on a Antoine Herse. Deuxième rapport, on a la loi d'avenir avec cette définition qui s'inscrit dans le code rural et différentes mesures à la clé. Et cette troisième et dernière diapo sur les années 2010, en fait, si on veut faire court, on pourrait s'arrêter sur les états généraux de l'alimentation et qui ont abouti à cette loi Egalim d'octobre 2018, là aussi avec plusieurs mesures favorables au biocontrôle, notamment une dont on reparlera après, qui est l'inscription dans la loi d'une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Après avoir passé en revue ces années 2010, qui sont vraiment celles de la reconnaissance du biocontrôle par les pouvoirs publics, on peut s'intéresser dans cette deuxième partie aux principales mesures réglementaires spécifiques au biocontrôle. Pour ce faire, moi, je vous propose de partir de ces 3 articles du Code rural et du premier d'entre eux, l'article L253-6, qui inscrit dans le Code rural la définition du biocontrôle que vous voyez à l'écran. Cet article L253-6, on peut presque le considérer, en tout cas c'est comme ça moi que je le vois, comme la clé de voûte de tout l'édifice des mesures spécifiques accordées au biocontrôle dans la réglementation en France. À partir de cet article, en fait, beaucoup d'éléments font référence au L253-6 et indiquent diverses mesures qu'on va voir tout de suite après. En fait, dans le Code rural, on a cette définition, cette clé de voûte avec l'article L253-6. Et puis, on a 2 autres articles, le L253-5 et le L253-7, qui évoquent une liste de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle qui vient compléter finalement la définition. Et par la suite, et c'est la diapo suivante, on va voir que nous avons dans la réglementation des mesures qui vont s'appliquer à l'ensemble des produits de biocontrôle répondant à la définition du L253-6 et d'autres mesures qui s'appliqueront spécifiquement aux produits inscrits dans la liste établie par le ministère de l'Agriculture, cette fameuse liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. C'est une liste qui est mise à jour tous les mois. La dernière en date, c'est intéressant, en fait, elle a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'Agriculture en ligne cette semaine, donc vous pourrez aller la consulter, elle est datée du 17 avril 2020. Elle comprend 550 produits répartis, comme vous le voyez à l'écran, entre les micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles et pièges à insectes. Alors, on ne retrouve pas les macro-organismes, puisque Céline le rappellera après, les macro-organismes ne sont pas considérés comme des produits phytopharmaceutiques. Là, on est vraiment sur les produits phyto de biocontrôle. Et ce qui est important, souvent, quand cette liste est publiée, donc tous les mois, on se précipite souvent, pour les initiés, sur la liste en elle-même, qui est en fait l'annexe d'une note de service qui, au niveau de la note de service, rappelle quelles sont les mesures réglementaires spécifiques accordées aux produits de biocontrôle, et c'est la diapo d'après, qui se répartissent soit pour l'ensemble des produits de biocontrôle, donc qui répondent à la définition du L253-6, soit spécifiquement aux produits de la liste que je viens d'évoquer. Donc en fait, et la note de service publiée tous les mois est très claire à ce sujet, et vous pourrez la lire plus en détail par la suite si vous ne l'avez pas. Cette note de service indique que pour tous les produits de biocontrôle, ceux qui répondent à la définition évoquée précédemment de l'article L253-6 du Code rural, eh bien vous avez ces 6 mesures spécifiques qui sont accordées aux produits de biocontrôle, c'est-à-dire des taxes ANSES réduites pour les autorisations de mise sur le marché des produits de biocontrôle. Cette mesure s'applique à tous les produits
répondant à la définition, à l'exception des produits à base de cuivre. Ensuite, vous avez une autre mesure qui concerne les délais d'évaluation des produits de biocontrôle. Donc, pour tous les produits répondant à la définition, il y a des délais plus courts pour l'évaluation de ces produits. Encore en mesure spécifique pour tous les produits, l'exemption de l'interdiction des remises, rabais, ristournes, qui est accordée à tous les produits de biocontrôle de la définition. Vous avez une autre exemption qui concerne l'exemption sur l'agrément des produits, l'agrément phyto, pardon, pour l'application en prestation de service. Là, qui s'applique à tous les produits de biocontrôle répondant à la définition, mais avec une exception, c'est-à-dire que ces produits doivent avoir aucune mention de danger. Donc, en fait, dans cette colonne, on a des mesures qui s'appliquent à tous les produits de biocontrôle et deux d'entre elles ont des exceptions qui sont précisées. La première, c'était sauf le cuivre, et celle-ci, la quatrième, sauf pour les produits ayant des mentions de danger. Enfin, vous avez des mesures pour tous les produits qui concernent la publicité dans les revues professionnelles qui est autorisée en quatrième de couverture pour les produits de biocontrôle. Et enfin, des mesures qui allègent les mesures de protection pour tout ce qui concerne les cas de parcelles à proximité de zones habitables. Sur la colonne de droite, en fait, vous retrouvez toutes les mesures qui s'appliquent uniquement aux produits phytopharmaceutiques de biocontrôle inscrits dans la liste. Alors, bien entendu, vous allez retrouver les mesures qui étaient dans la colonne de gauche, parce que, a fortiori, ils sont également dans le grand cercle du L253-6. Donc, toutes les mesures précédentes s'appliquent aux produits de la liste. Mais en plus, vous allez retrouver des exemptions, par exemple sur l'interdiction de publicité commerciale, qui concerne plus la partie revue non professionnelle, qui est autorisée pour les produits de la liste. La possibilité d'utiliser ces produits, donc les produits de la liste, dans le cas des GEVI, donc que ce soit en GEVI pro ou GEVI amateur. Pour les GEVI amateurs, il faut en plus avoir une mention EAJ pour pouvoir être utilisé, pardon. Sur la question des certificats d'économie produits phytopharmaceutiques, où là, en fait, les produits de biocontrôle inscrits dans cette liste peuvent faire l'objet d'actions standardisées CEPP, donc utilisées pour venir engranger en fait le quota de CEPP attendu au niveau principalement des distributeurs de ces solutions. Enfin, sur la taxe des produits phytopharmaceutiques pour la phytopharmacovigilance, cette taxe est réduite uniquement pour les produits de la liste du L253-5. Et enfin, sur le conseil stratégique, pour les agriculteurs utilisant uniquement en protection des plantes les produits de cette liste, à ce moment-là, le conseil stratégique n'est pas obligatoire. Voilà, donc en fait, ces éléments vous donnent un aperçu très rapide des mesures spécifiques au niveau de la réglementation pour les produits de biocontrôle. Vous les retrouverez plus en détail dans la note de service qui est publiée tous les mois et qui présente la liste des produits de biocontrôle. Pour la dernière diapo, en fait, je me projette cette fois-ci sur les perspectives à l'aube de cette nouvelle décennie, les années 2020. Céline vous l'a redit, je vous l'ai rappelé, cette prochaine décennie est très challengeante. En fait, elle va l'être aussi au niveau des pouvoirs publics et des politiques publiques principalement. Nous attendons après un élément qui est inscrit depuis la loi Egalim que je vous citais tout à l'heure, donc depuis octobre 2018, à savoir que depuis octobre 2018, dans cet article pivot, l'article L253-6, a été ajouté une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Et cette stratégie, en fait, qui est encore attendue depuis la sortie de la loi, elle est pour ainsi dire prête et on espère qu'elle va maintenant vite sortir, devrait être un élément déclencheur pour démarrer cette nouvelle décennie avec une forte ambition dans le déploiement du biocontrôle. Les fameux 30% à horizon 2030, les deux solutions minimum pour la plupart des usages avec des modes d'action différents. Ces grandes ambitions d'IBMA seront aussi satisfaites par ces politiques publiques qui vont se mettre en place. Et vous comprenez que bien voilà, ça va être notre feuille de route et cette stratégie nationale devrait nous donner le cadre pour au moins les premières années de cette nouvelle décennie. Merci Denis. Donc moi, je vais reprendre la main là pour vous faire un petit topo sur la mise sur le marché des produits de biocontrôle en France. Donc, comme je vous l'ai rappelé un petit peu avant, on a 4 grandes familles.
et 2 régimes de mise sur le marché. Les macro-organismes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et à ce titre, ils bénéficient d'un régime séparé des 3 autres familles. C'est un dispositif national qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Je vais vous le détailler dans les diapos suivantes. Pour les 3 autres familles de produits, que sont les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles, eh bien là, on se retrouve sous le chapeau du règlement européen 1107/2009, qui est le règlement qui encadre la mise sur le marché de tous les produits phytopharmaceutiques. Donc avec 2 étages, l'étage approbation européenne des substances actives comme préalable et des produits soumis à AMM. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps aux micro-organismes, le Code rural nous dit que l'entrée sur le territoire et ou l'introduction dans l'environnement des macro-organismes non indigènes est soumise à autorisation préalable, avec des dispositions particulières pour tout ce qui est travaux scientifiques et où finalement le macro-organisme va rester confiné, ne sera pas introduit dans l'environnement. Donc, on a un cadre légal depuis 2012 qui encadre les macro-organismes non indigènes. On a une liste positive qui à chaque fois donne un macro-organisme avec l'espèce et la société qui met ce macro-organisme sur le marché français. Ce qui veut dire qu'on va retrouver plusieurs fois la même espèce avec différentes sociétés metteuses en marché. Donc cette réglementation fait bien la distinction entre les macro-organismes indigènes et non indigènes. Les macro-organismes indigènes ne sont pas réglementés. Il y a également une distinction par territoire, et par territoire, on entend vraiment France continentale, Corse, Réunion. Je crois que si on compte les différents territoires pour la France, on est à une dizaine de territoires différents. Donc, pour établir la première liste de macros non indigènes autorisés, on l'appelle par abus de langage la liste T0, c'est-à-dire qu'on a autorisé tout ce qui était déjà mis sur le marché français comme macro-organisme non indigène via un arrêté, l'arrêté du 26 février 2015. Et malheureusement, comme vous le voyez écrit en rouge, cet arrêté n'a pas été réactualisé depuis. L'exercice auquel on doit se soumettre si on n'est donc pas sur cette liste T0, c'est pour chaque nouveau macro-organisme non indigène qu'on souhaite introduire sur le territoire, eh bien, on doit faire une demande individuelle qui est soumise à évaluation. Donc, c'est ce qu'on voit dans la diapo suivante. Donc, on doit se poser à chaque fois la question, nouveau macro-organisme indigène, non indigène. Donc, non indigène, demande d'autorisation. Évaluation par l'ANSES, avec un passage en comité d'experts spécialisés. L'ANSES rend un avis. Et sur la base de cet avis, il y a une évaluation conjointe de la DGAL au ministère de l'Agriculture et d'EB au ministère de la Transition écologique, qui suit l'avis ou non. Et donc, si c'est positif, il y a un arrêté d'autorisation qui est publié au JO. Sur la partie droite de ce diagramme, vous voyez que pour les macro-organismes indigènes, aucune autorisation n'est requise. Donc, si on essaie de synthétiser un petit peu les 2 diapos précédentes, à ce jour, en France, sont autorisés donc les macro-organismes indigènes, mais on n'a pas de répertoire.
Les macro-organismes non indigènes qui sont listés dans l'arrêté du 26 février 2015, la fameuse liste T0 que je vous citais précédemment, et les macro-organismes qui ont été macro-organismes non indigènes qui ont été autorisés après cet arrêté et qui ont donc fait l'objet d'une autorisation par arrêté depuis février 2015. Et malheureusement, ces trois pavés ne sont pas agrégés dans une liste à laquelle on pourrait se référer pour connaître l'ensemble des macro-organismes autorisés. Une mise à jour de cette liste est prévue, notamment dans le cadre de la stratégie nationale pour le déploiement du biocontrôle. À date, on attend toujours cette stratégie nationale, donc il n'y a toujours pas de mise à jour. Si maintenant on s'intéresse aux trois autres familles, donc qui sont les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles, bien là on est vraiment sur des produits phytopharmaceutiques. Donc on a effectivement la couche communautaire avec l'approbation des substances actives. Et les exigences sont les mêmes que pour une substance, je reformule, il n'y a pas de disposition particulière pour ces trois catégories de substances, sauf les documents guides spécifiques que je vous ai listés en dessous. Donc, dans le cadre de REACH, qui est la révision de la réglementation européenne, on a eu un moment l'espoir que les produits de biocontrôle fassent l'objet d'une réglementation vraiment séparée. Malheureusement, ce ne sera pas le cas et le prérequis serait de toute façon qu'il y ait une définition européenne du biocontrôle, ce qui à date n'est pas encore acté. Donc une fois qu'on a la substance active qui est autorisée, on doit ensuite obtenir l'AMM du produit. Alors en France, pour les produits de biocontrôle, on a la chance d'avoir des incitations et des efforts qui ont été faits. D'abord, avant même d'ailleurs de déposer un dossier de demande d'AMM, par rapport à tout ce qui est expérimentation, permis d'expérimentation et ses dérogations, il y a des dispositions spécifiques, notamment pour les phéromones, aussi bien pour les surfaces des parcelles d'essai que pour ce qui concerne la destruction de récolte. Il y a des dérogations à la destruction de récolte automatiques pour certains produits, notamment les produits à base de phéromones. À l'ANSES, nous disposons d'un guichet unique avec un circuit séparé dès la soumission du dossier. Dès que le dossier rentre à l'ANSES, il fait l'objet d'une vérification et s'il est avéré que c'est bien du biocontrôle, eh bien là, il part dans un circuit séparé. Comme vous l'a dit Denis, on bénéficie de taxes réduites, je vais vous les montrer rapidement après, et des délais d'examen accélérés, donc 6 mois si c'est seulement la France qui est concernée, 8 mois, et ce délai est porté à 8 mois si la France a besoin de consulter d'autres États membres de la zone. On est d'accord, ce sont les délais inscrits dans la loi théorique. Ce ne sont malheureusement pas les délais que nous observons dans la pratique. Donc voilà, juste pour mémoire, les niveaux de taxes. Donc les macro-organismes n'étant pas des PP, mais ils sont quand même dans cette liste. Il n'y a pas de taxe par rapport à l'autorisation d'un macro-organisme. Les micros, les médiateurs chimiques, les substances naturelles d'origine végétale n'ayant pas subi de transformation chimique, on est plafonné à 2 000 €. Les substances végétales avec transformation chimique, 25 000 €. Et les substances naturelles d'origine animale ou minérale, on est à 25 000 €. Sauf, comme précédemment cité, dans le cadre des substances candidates à substitution,
où là, on retombe dans la catégorie de taxe classique, entre guillemets, à 65 000 euros. Alors ça, c'est une diapo qui sort de l'ANSES, c'est très récent, c'est mars 2020, et c'est pour vous donner un aperçu du flux entrant et du flux sortant des demandes de nouvelles AMM ou de nouveaux usages de biocontrôle entre 2015 et 2019. Donc, vous voyez que depuis 2017, c'est-à-dire depuis qu'il y a un cadre réglementaire, il y a une définition qui est la liste de biocontrôle, on a en moyenne une cinquantaine de demandes qui rentrent et ça sort à un rythme assez régulier avec quand même un bond en 2019 où l'ANSES a sorti 80 décisions sur les produits de biocontrôle. Donc si on essaie de résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, le biocontrôle en France est un marché dynamique qui représente déjà 8% du marché de la protection des plantes avec des croissances à 2 chiffres. C'est un secteur ambitieux qui se fixe comme objectif d'atteindre 30% du marché d'ici 2030, avec bien sûr aussi la nécessité de couvrir différents usages et avec différents modes d'action. La France est le seul pays à avoir vraiment gravé dans le marbre une définition du biocontrôle dans sa législation nationale. Et ça, c'est très confortable d'avoir un cadre défini. On a une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle qui est très attendue parce que ça va être un petit peu notre feuille de route, comme vous l'a dit Denis, pour la décennie qui commence. Et certes, on a en France une réglementation qui a évolué, comme je viens de vous le montrer, en termes de taxes, de délais. On a des dispositions incitatives, mais c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que ce n'est pas encore parfait, hein, malheureusement, et qu'il y a encore de nombreux points d'amélioration. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À ce stade-là, on en a terminé de la présentation, Denis et moi. Donc, on peut passer aux questions.